Et donc du coup, c'est pour ça que c'est un mélange un petit peu par rapport au reste. Le deuxième élément, c'est que vous savez, toutes les entreprises belges doivent remplir leur bilan BNB. Donc si vous allez sur le site de la Banque nationale de Belgique, vous avez le bilan annuel et l'ensemble des états financiers de BNP. Je vous ai imprimé les 8 premières pages. Il y en a une soixantaine. Mais dans les 8 premières pages de cet élément-là, vous avez d'abord les dates. Bon, je ne l'ai pas fait pour ça, mais vous avez les administrateurs hein, qui ont signé avec leurs adresses. Oui, je vais le mettre sur Moodle. Et donc vous avez les différents éléments. Donc vous avez par exemple sur la première page donc l'ensemble des membres du conseil d'administration, les dates. Et ensuite vous avez le bilan complet de BNP. Excusez-moi, tout ce qui se trouve là se trouve dans le document de référence. Dans le document de référence Annuel de l'entreprise. Alors, BNP ne transmet ces informations, BNP, que pour le groupe. Donc ça, c'est la partie comptable belge. Donc l'entité BNP Paribas Fortis inscrite en Belgique, donc non consolidée. Hein. C'est pour ça que sur chaque page, j'ai bien marqué non consolidée. Ça veut dire sans reprendre les éléments du groupe. Et donc ça, c'est la comptabilité en Belgique de l'entité la plus grosse. Parce qu'évidemment, BNP Paribas, il y a tout un tas d'entités, donc ça c'est l'entité la plus grosse. Ça regroupe, je ne sais plus, je crois que... je risque de dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y avait une soixantaine de filiales dans les différentes entités. Mais pour une institution comme BNP, il y en a partout sur la planète. Donc c'est que la partie avec, enfin, anciennement Fortis. Enfin, anciennement Fortis qui appartient à BNP. Et donc on a ici, donc sur la première page, donc celle qui s'appelle page 4, vous avez la totalité des actifs de l'institution. Donc ce qui est déjà intéressant de remarquer, c'est que donc on a, par rapport à l'exercice précédent, on a une diminution de la taille du bilan. Donc si vous regardez tout en bas, total de l'actif, on est à 192 et donc on a une baisse de la taille du bilan. Ça veut dire qu'on a une institution qui en termes de taille, c'est un peu réduit. On est en euros. Donc c'est... oui, c'est des millions. Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est que l'actif bancaire, tel qu'il est présenté dans la comptabilité belge, on a bien donc les créances, on a bien la caisse. Donc, pour ceux qui me demandaient, par exemple, dans quel ordre on plaçait les différents éléments, c'est-à-dire quand vous regardez un bilan d'une entreprise, la caisse, vous le mettez tout en bas. Dans le bilan bancaire, la caisse, les liquidités, c'est une particularité du bilan bancaire, les liquidités, elles se retrouvent tout en haut. Et donc, du coup, la caisse se retrouve en haut du bilan, les immobilisations tout en bas. Dans un bilan classique, on fait l'inverse. Dans un bilan classique, c'est du moins liquide au plus liquide. Et pour le secteur bancaire, on fait l'inverse. Mais c'est une particularité, et donc on a tous les différents éléments. Donc je ne vais pas passer, comme ce n'est pas l'analyse de BNP, je le passe à la page suivante. La page suivante, on a l'ensemble des passifs, avec des différentes dettes. Les dettes des établissements de crédit, c'est tout ce qu'on appelle les dettes interbancaires. Donc le premier élément, l'élément 1, qui peuvent être à vue ou qui peuvent être liés à des éléments commerciaux. Dans les éléments 2, c'est la dette envers la clientèle, et notamment la partie la plus importante, c'est la partie à vue. Alors qu'est-ce que c'est la partie à vue? Ce sont tous les dépôts qui sont à l'intérieur. Donc la dette de la clientèle à vue, c'est l'ensemble des dépôts. Et donc ici, par exemple, donc pour l'année, donc ça veut dire au 31 décembre, au moment de la clôture des comptes, j'ai 60 292 157, non, 71 972 936. Si je lis bien sur l'Open View. Ensuite, des dettes de titres, et puis ensuite, on a tous les différents éléments, les impôts, les dettes, les capitaux, et ainsi de suite pour les différents éléments, les réserves. Et autres. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces obligations que j'évoquais sur le ratio de capital sur les différents éléments, c'est un ratio qui s'applique partout où l'entité est enregistrée comme une banque. Donc ici, BNP Paribas Fortis est enregistré comme une banque en Belgique. Et donc, en Belgique,
l'institution doit satisfaire ces ratios. Ça veut dire qu'en Belgique, le régulateur va contrôler que la banque est bien dans les clous fixés par la réglementation. C'est très différent d'une banque qui n'a pas son habilitation en Belgique, qui par exemple serait une banque allemande et qui fournit des services en Belgique. Si une banque allemande fournit des services en Belgique, alors dans ce cas-là, elle ne doit pas rendre des comptes à l'entité, donc la Banque nationale belge, elle rend des comptes pour la totalité de ses opérations à la Banque nationale allemande. Ça veut dire que si elle doit respecter ces différents ratios et les différents éléments de sécurité, c'est tout directement en Allemagne. Pourquoi j'ai pris l'exemple d'une banque allemande? Parce que vous en connaissez une. Deutsche Bank, par exemple, et enfin, il n'y en a pas beaucoup en Europe qui font ça de manière importante. Deutsche Bank est une banque sans licence belge. Ça veut dire que, par exemple, quand on parlait de l'assurance des dépôts, vous mettez des dépôts à Deutsche Bank, vous êtes assuré par l'Allemagne. Vous n'êtes pas assuré par la Belgique. Et la Belgique n'a rien à dire sur la manière dont l'assurance des dépôts, de vos dépôts, sont faits. Et comme il y a eu tout un tas de discussions législatives là-dessus, que fait Deutsche Bank? Ils ont dit on ne prend plus de dépôts. Par exemple, Deutsche Bank en Belgique a dit je ne prends pas de nouveaux dépôts parce que c'est trop compliqué le système juridique de dépendre de l'Allemagne, il y a des gens qui ne font pas confiance. Donc Deutsche Bank ne prend plus de dépôts en Belgique. Et il faut avoir en tête qu'il y a des gens qui avaient fait ça, par exemple, qui avaient mis des sous dans les banques. Donc vous verrez ça notamment avec Annemie Rambouts, qui s'est occupé de la faillite de ces institutions-là. Donc des institutions maltaises ou chypriotes qui offraient des taux d'intérêt sur des comptes d'épargne à 6 ou 7%. Donc il y a des Belges qui ont souscrit à ces taux très avantageux sur les comptes d'épargne. Donc les gens avaient un compte à vue en Belgique pour une institution maltaise ou chypriote. Et ces institutions-là, quand elles ont fait faillite, évidemment l'assurance des dépôts belges, donc certains sont allés voir la Banque nationale en disant mais, on veut la garantie des dépôts, et là on leur a dit ben non, c'est l'assurance des dépôts du pays d'origine de la banque, et donc il a fallu trouver le moyen de solutionner le problème juridique. Il y a une des institutions, mais ça elle vous expliquera plus en détail, il y a une des institutions par exemple qui avait pris une habilitation au Luxembourg. Et donc une de ces institutions, donc je ne sais plus, je crois que c'est la chypriote, avait pris une habilitation au Luxembourg, et c'est via l'habilitation au Luxembourg qu'elle offrait des services en Belgique. Et le gouvernement luxembourgeois a dit bah, moi j'assure les dépôts de mes luxembourgeois. Et là la Belgique est arrivée en disant mais non, la réglementation européenne veut que les dépôts des Belges doivent être également assurés par l'entité luxembourgeoise. Oui. Et ça dit qu'une banque non belge qui existe en Belgique n'a aucun compte à rendre. À la Banque nationale belge, non. Donc c'est notamment le cas pour les petites banques. Donc, la réglementation est faite que de manière à ce que chaque petite banque dépend de son régulateur local. Les grandes banques dépendent de la Banque centrale européenne. Donc une grande banque opère dans tous les pays. L'exemple c'est BNP Paribas Fortis. Opère dans tous les pays, c'est une grande banque, c'est la Banque centrale européenne qui dit à tout le monde, qui est responsable de la supervision. Et donc par exemple pour l'entité Fortis, la Banque centrale européenne dit à la Banque nationale pour moi, donc la BCE dit pour moi, la Banque nationale belge surveille l'entité belge. Mais c'est au nom de la BCE. Donc au nom de la BCE délègue son pouvoir à la Banque nationale belge pour aller mener des enquêtes à l'intérieur de la filiale belge de BNP. Mais toute la réglementation qui concerne BNP, c'est la BCE qui décide de tout. Et la Banque nationale de Belgique n'a pas le droit de décider. Elle peut mener des enquêtes pour le compte de la BCE, mais elle ne peut rien faire d'autre. Elle peut aller demander des chiffres, elle peut aller vérifier des éléments, mais elle n'a pas le droit d'avoir même une force de proposition. Donc pour la BNP, la Banque nationale ne fait qu'exécuter les éléments de la BCE. Pour les petites institutions, on a donc des petites institutions qui se labellisent dans certains pays et qui donc peuvent exercer, avec le système de passeport européen, des activités dans toute l'Union européenne. Enfin, hors Royaume-Uni, puisqu'ils sont pas. Donc on peut exercer dans toute l'activité. Et donc il existe, par exemple aujourd'hui, c'est un débat, il existe des réglementations dans certains pays qui sont très favorables à la création bancaire. Donc si vous avez par exemple dans les pays baltes, le sport national des pays baltes,
c'est de dire, notamment pour attirer des fintech, de dire ma réglementation est très laxiste, enfin je ne vais pas dire laxiste, mais elle est très légère, mais vous avez 2 ans pour vous mettre en conformité. Et donc ça veut dire pendant les 2 premières années, vous pouvez être à moitié sur vos règles de capital, à moitié sur... c'est pas grave, vous avez 2 ans pour essayer de vous mettre en conformité. Et donc dès que vous voulez créer une institution bancaire, si vous voulez créer une nouvelle banque, que font les gens? Ils commencent par aller là-bas. Est-ce que vous avez une forte garantie des dépôts? Non. Vous avez la garantie des dépôts, garantie localement, et ainsi de suite. Donc ça va avec. Mais il y a eu des problèmes, par exemple, il y a une banque qui a été prise, alors je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire le pays, il y a une banque qui a été prise, par exemple, pour faire de la... Donc une banque a été créée pour faire des transactions avec la Russie, qui étaient illégales. Donc la Russie, qui voulait faire des transactions avec l'Europe, a créé sa propre banque dans un pays balte, et la banque ne servait qu'à faire des transactions illégales au sens des transactions américaines avec la Russie, à l'intérieur de la frontière. Et donc la BCE a été prise en disant vous auriez dû surveiller l'État qui surveillait le superviseur local qui surveillait la banque. Et donc là, il y a un règlement en cours pour ce litige particulier. Et ça veut dire, pour revenir à votre question initiale, même si je dévie un peu, qu'effectivement, n'importe quelle entité en Europe peut opérer partout et qu'elle dépend de son superviseur local. Ça veut dire que vous devez faire attention normalement en tant que client avec quelle institution vous êtes en train d'opérer. Avec quelle filiale, avec quel élément, et donc quels sont les éléments qui dépendent de la filiale dans laquelle vous opérez. Par exemple, on va le voir après, BNP Paribas Fortis possède une filiale en Belgique. Pas en Belgique, en Turquie, ça c'est normal qu'ils soient en Belgique. Ils ont une filiale en Turquie. Mais c'est pas BNP Turquie. Vous cherchez BNP Paribas en Turquie, vous avez une institution BNP Paribas Turquie qui dépend de BNP Paribas Monde, mais la filiale, enfin les parts détenues par BNP Paribas Fortis dans une banque turque, c'est indépendant de l'intervention de BNP Monde en Turquie. Et c'est les restes de Fortis. Donc les restes de Fortis avait des parts dans une banque turque, qui s'appelle TED. Donc c'est toujours dans la chaîne de comptabilité dépendant de Fortis. Mais BNP a aussi des opérations en Turquie en ligne directe qui dépendent de BNP Monde, et donc c'est notre ligne comptable. Est-ce que c'est le genre de filiale qui n'avait pas été prise en compte lors du sauvetage de l'UNESCO? Vous aviez donné l'exemple de... Oui, ben, j'avais donné l'exemple du Luxembourg et du Néerlandais, ça les gens le savaient. Mais c'était pas, à l'époque de la faillite, c'était pas vraiment un problème la partie turque. D'ailleurs, cette année, on voit que on verra dans les discussions, ils disent que c'est, en partie, les éléments turcs vont contribuer positivement au résultat du semestre de Fortis, mais ça dépend donc il y a des périodes pendant lesquelles c'est positif et d'autres périodes c'est négatif, mais pour Fortis, il n'y a pas eu d'impact particulier. C'est pas très gros. Ça s'est développé un peu. Donc on est sur la partie passif, donc on a tous les différents éléments du passif et on a un bénéfice qui globalement, sur le passif, on remarque aussi donc qu'on a une diminution de la taille du passif. Je vous ai remis un peu le hors-bilan, mais ça, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais il faut savoir qu'il y en a. Donc le hors-bilan, ce sont en grande partie donc des garanties, donc tout ce qui concerne des garanties qui ont peu de chances de se produire, qui ont peu de chances d'avoir un impact sur le risque de la société, sont enregistrés dans leur bilan. Donc l'exemple, c'est engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit, sont par exemple des garanties. Donc on imagine dans le hors-bilan, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la représentation que je fais en général, c'est imaginer quelqu'un qui se porte garant pour votre logement. Donc ça, c'est typiquement un engagement hors bilan. Il y a peu de chances que vous ne payez pas votre loyer pour votre logement. Mais comme il y a potentiellement... le jour où on a peur que vous ne remboursiez pas, il faut passer une provision. Et tant qu'il n'y a pas de risque que vous soyez en défaut de paiement, on ne fait rien. On passe ensuite à la partie un peu plus, qui est le compte de résultat. Donc là, on est page 7 et page 8. Et c'est là où on voit l'ensemble des éléments du résultat bancaire au total. Alors, évidemment,
la manière dont c'est présenté, on a d'abord les produits d'intérêt et tout de suite les charges d'intérêt, pour avoir une idée de la marge d'intérêt. Ensuite, on a les éléments qui sont liés aux commissions. Commission versée, commission reçue, commission versée. Et ensuite, donc là, on a fait le produit net bancaire avec les éléments marge d'intérêt et les éléments commission. Une fois qu'on a ça, on a le bénéfice et perte. Ensuite, on a les charges d'opération, aux frais généraux. Et puis après, on a tous les éléments qui sont des éléments financiers pour arriver à la fin du bilan. Pardon, le bilan, au résultat. Je vous ai repris donc sur la partie publicité. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous laisserai me poser des questions. Je vais essayer pour vous montrer la manière dont on le présente. Donc, rapidement, ce qu'on vous dit, c'est que l'activité, je ne fais pas de pub, mais c'est pour vous montrer comment on présente les résultats de l'institution financière. Donc on vous dit l'activité a augmenté, ça c'est le premier encadré, les crédits, les dépôts. On vous dit ensuite quel est le résultat de l'entreprise, donc le produit net bancaire, avec les différentes composantes, marge d'intérêt et... Qu'est-ce qu'on entend par sous pression? Sous pression, ça veut dire qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc c'est que les marges sont faibles. Donc sous pression, c'est qu'elles ont tendance à se réduire. Et ensuite, on parle de frais de gestion, et puis on a le résultat net. Et puis ensuite, la structure financière solide, et puis on a le détail après dans les pages suivantes. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir directement à la page 7, où là, même si j'ai fait un peu de plus, vous allez dire que je fais un peu de plus dans DLP, ce qui est drôle, c'est que on regarde, si vous vous rappelez, donc on nous a présenté une version sympa des résultats, et puis quand vous allez à la fin, donc dans la colonne A, vous avez 2018, et dans la colonne B, vous avez 2017. Et on a vu une première page qui était plutôt sympa, et puis finalement, quand on arrive là, on voit qu'on a des résultats qui baissent. Alors qu'on nous a vendu que c'était la chose. Alors les éléments qu'ils essaient de justifier, c'est de dire qu'il y a des éléments non récurrents et des éléments récurrents. Et donc avec les éléments, si on enlève les éléments non récurrents, on a un résultat positif. Et c'est là-dessus qu'ils se basent pour dire qu'ils ont fait une bonne performance. Et les éléments non récurrents sont précisés dans la partie avec la petite étoile. Et c'est là où vous voyez apparaître le TVA, donc Debit Valuation Adjustment, qui est l'ajustement pour le propre risque de crédit de la BNP, et les différents éléments qui sont des ajustements de taille, de change et autres. Donc voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, je vous laisserai revoir. Ce qui est important, donc, c'est... si on reprend par exemple la première page sur laquelle on a les chiffres clés, vous voyez bien donc, que les ratios, par exemple, dont on a parlé, Common Equity Tier 1. Donc Common Equity Tier 1, ce serait lequel? Ce serait le Core Tier 1. Bon, c'est la partie cœur du capital de la BNP. Est-ce que ça va? Donc c'est le troisième petit encadré. Dans le troisième petit encadré, on vous parle des ratios de risque de l'institution. Le premier élément, c'est le ratio de capital. Et le deuxième élément, c'est le ratio de liquidité. Alors pourquoi on mentionne à chaque fois les éléments de capital et de liquidité? Là, je vais vous faire un petit rappel par rapport à avant. Donc, quel est le problème de liquidité? Comment ça se manifeste le problème de liquidité? Quel est l'élément majeur qui conduit à un problème de liquidité pour la banque? Le bank run. Si on a un problème de bank run, on a un problème de liquidité, ça veut dire est-ce qu'on est capable de faire face à nos engagements courants. Si on a un problème de liquidité, on a une crise de liquidité qui intervient. Si on a un problème de liquidité, la banque centrale. La banque centrale peut fournir des liquidités. Si le problème de liquidité est trop grave, on a un problème de solvabilité. Si on a un problème de solvabilité, historiquement, c'était les États qui intervenaient. Et aujourd'hui, c'est le mécanisme de résolution. Donc on nous présente ces deux éléments qui mesurent le risque de la banque. Le premier, c'est quel est le risque de liquidité de la banque. Donc le fait que la banque ne soit pas capable de faire face à ses engagements à court terme. Le deuxième ratio, c'est le ratio de faillite. La probabilité, quelle est la capacité de la banque à faire face au risque de solvabilité. Ce sont vraiment les deux éléments qu'on présente en continu sur le fonctionnement de l'institution bancaire. Le problème de liquidité, le problème de solvabilité. Ça va?
de 111%. Donc ça c'est Liquidity Coverage Ratio, ça veut dire qu'on est capable de faire, on a plus de liquidité que les engagements donc ça c'est celui de court terme, donc pour 30 jours, la banque est capable donc à même de la marge, puisqu'elle a plus de liquidité que les besoins auxquels elle peut faire face. Donc c'est plus de 100%. Dans le cas de 13,7, ça veut dire qu'elle a du capital propre pour faire face donc à 13,7% de total des actifs pondérés par an. L'objectif est de dire donc on veut des liquidités pour faire face si jamais il y a un besoin de liquidité particulier, et on veut du capital puisque si l'entreprise fait des pertes, donc si la banque fait des pertes, on veut qu'il y ait suffisamment de capital pour pouvoir absorber les pertes. L'objectif étant que ce ne soit pas les déposants qui prennent les pertes, que ce soit le capital qui absorbe les pertes. Ce sont des ratios qui sont évalués tous les jours alors? Pour les institutions financières, oui. En fonction de la fenêtre que l'on regarde, on peut être à 111 et le lendemain à 80. Alors, il y a des dates à laquelle légalement l'institution doit le remettre, mais ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on décompose ça pour chaque business unit. Chaque business unit a ses objectifs et doit être en ligne avec ses objectifs par unité. Donc chaque unité, chaque business unit, par exemple, sait quel capital elle a le droit d'utiliser. Donc elle sait que, par exemple, elle a tant de capital qu'elle a le droit d'utiliser sur la période et elle ne doit pas dépasser, donc elle doit faire le maximum avec le capital. Et pour la liquidité, pareil. Les institutions financières le mesurent tous les jours. Évidemment, il y a des périodes où on fait plus attention. Donc, par exemple, pour publier les résultats semestriels, à la fin du semestre, évidemment qu'on s'arrange pour être le plus beau possible. Et donc, on a plus de liquidité possible la veille, mais le jour où on clôture les comptes, mais que le lendemain, on en a moins. Mais le régulateur s'arrange, puisqu'il y a des systèmes de moyenne. Donc, les régulateurs s'arrangent pour que ça reste dans des évolutions qui sont raisonnables. Ça va? Donc ici j'ai remis un exemple, mais qui du coup, est bien loin de ce qu'on vient de voir en termes de détails de compte de résultats. Avec donc ce qu'il faut bien avoir en tête, donc c'est que le produit bancaire c'est le résultat net d'intérêt et les commissions de marge de négociation. Donc c'est en général tout ce qui concerne le trading, les opérations, création de titres, opérations de négoce. Donc vraiment, sur la partie résultat, il faut avoir en tête vraiment assez clairement la partie donc, produit net bancaire, 12 éléments. La marge d'intérêt, deuxième élément, les commissions. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on enlève les coûts opérationnels. Ensuite, on met les éléments financiers, les provisions, les amortissements. Ensuite, on met les impôts et on a le résultat, la perte ou le bénéfice de l'outil. Là, ici, c'est tous les différents détails, mais je vous passe, puisqu'on a fait des démos sur les... Et ce qui est important, c'est de regarder les différents éléments qui contribuent de manière positive ou de manière négative au bilan bancaire. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'évidemment, il y a des périodes pendant lesquelles, donc en bleu, le petit élément bleu, ici, c'est les pertes ou bénéfices. Donc, si c'est au-dessus de la ligne de 0, c'est qu'on fait un bénéfice, si c'est en dessous, on perd. Donc évidemment, l'année 2008, grosse perte. Mais il y a différents éléments qui contribuent. Donc évidemment, en jaune sont les dépenses, donc les dépenses opérationnelles. Donc évidemment, ça a toujours une contribution négative. Et puis après, la question, c'est le revenu d'intérêt qui est en général positif, mais qui là est négatif. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est plus petit, notamment sur les périodes 2009-2010, et que là, il tend quand même un petit peu à remonter à partir de 2011, et c'est le moment où on commence à voir une explosion des coûts. Et puis, les provisions, qui sont les éléments rouges, on n'avait pas beaucoup de provisions avant, et puis on a eu de plus en plus de provisions pour faire face aux emprunts qui sont sur le marché. Ici, on a donc les différents éléments qui représentent donc les marges et les différences de la courbe des taux d'intérêt. Donc ici, on a des évolutions du risque et des évolutions des marges. Donc le revenu, c'est la partie bleue. Et puis ensuite, ce qu'on a en rouge sont des éléments de risque. Donc le premier en rouge, c'est la différence entre le taux obligataire belge et le taux bancaire à 1 mois. Donc ce que ça veut dire, c'est que petit à petit, donc, le risque pour
l'État belge s'est réduit, et donc ça veut dire qu'indirectement le risque pour les institutions financières belges s'est réduit. Et là, de la même manière, c'est une mesure du risque bleu, donc on a vu une baisse de risque, et donc avec des revenus qui, sur un merge d'intérêt, se maintiennent. Évidemment, quand on part sur ce graphique d'un point très bas, puisqu'on commence en 2008, si je vous le présente avant, on était au-dessus avant, on a la grosse baisse, et puis là, on n'a pas une grosse augmentation. Différents éléments en termes de composition pour les commissions, parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans la commission. 20% l'asset management, 15% services de paiement, custody, donc ce sont les gardes, les droits de garde. Et ça, ce sont des titres qui ont été faits, ça c'est des ventes pour des troisièmes parties, et ça c'est autre. Donc, ça donne aussi, quand on parle par exemple des revenus de l'asset management pour les banques ou des choses comme ça, il faut avoir en tête que c'est donc 20% des fees qui sont touchées par une institution. 20% du total des fees. Donc ça représente quand même pas une part si énorme que ça, donc parce que quand on donne l'image des banquiers en disant où est la marge la plus importante, évidemment peut-être par temps de travail ou par nombre d'employés c'est effectivement efficace, mais en termes de volume de résultats c'est pas si important. Et donc voilà les différents éléments qui sont. L'autre élément pour mesurer la rentabilité d'une banque, ça va être le même que pour les entreprises, ça va être le return on equity. Donc on a vu produit net bancaire avec marge d'intérêt et commission. Et ici, un autre élément pour analyser le bénéfice d'une institution, donc le return on equity. La représentation simple du return on equity, c'est bénéfice sur les fonds propres. Et donc c'est la quantité de bénéfices qu'on a par les fonds. On peut aussi avoir une représentation, c'est la marge sur la solvabilité de l'institution. C'est une autre représentation du return on equity pour le système bancaire. Donc ce que ça veut dire, pour améliorer la rentabilité bancaire, j'ai deux possibilités. Soit j'améliore ma marge, soit je réduis ma solvabilité. Donc, seulement deux possibilités pour améliorer le résultat bancaire, augmentation de la marge et réduction de la solvabilité. La réduction de la solvabilité, en fait, c'est l'augmentation en fait, de l'effet de levier. Ça veut dire avoir un capital plus petit et un bilan plus gros. Et donc, ça va la contrainte, elle est sur le plan réglementaire. Pour la partie solvabilité, puisque comme on voit ça, la banque va se dire, si elle n'arrive pas à augmenter sa marge, elle va prendre plus de risques. Et donc ça, elle est contrainte par les éléments réglementaires. Et donc ça veut dire que quand la marge ne peut pas progresser, comme c'est le cas aujourd'hui, elle n'arrive pas à trouver donc les institutions financières n'arrivent pas à trouver des rendements suffisants sur les marges d'intérêt par exemple, et bien donc ça veut dire qu'elles doivent réduire les coûts. C'est-à-dire tout en essayant de garder les mêmes revenus, produits nets bancaires, essayer de réduire les coûts, c'est ce qu'elles essaient de faire en ce moment. Et donc, essayer de trouver des systèmes de commission ou autres pour compenser les manques de rémunération sur les taux d'intérêt. Il faut avoir en tête qu'avant la crise, c'est-à-dire pour les return on equity, un return on equity normal pour une institution, enfin pour les entreprises, on dit en gros sur 20 ou 30 dernières années, sur des entreprises, quand on dit que c'est normal, c'est 15. Donc ça veut dire que en gros, pour des entreprises, donc on dit en général, donc ça ce sont des analyses que les gens ont à peu près en tête sur les marchés financiers, de dire 15 c'est à peu près ce qu'on a sur les marchés, quand c'est au-dessus c'est qu'on paye un peu cher, quand c'est en dessous c'est que c'est un peu sous-évalué. Les institutions financières sur le long terme elles étaient à 15, et depuis la crise on est plutôt à 10. Donc ça veut dire que les rendements, si vous détenez des actifs bancaires, vous pouvez imaginer gagner à peu près les actions bancaires à peu près 10%. Alors après, 10%, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause ces 10% parce que quand on voit les résultats quotidiens des institutions financières, on a du mal à se dire où est-ce qu'elles vont trouver les 10%. Et donc ça veut dire qu'elles les trouvent pour l'instant beaucoup sur les coûts, mais une fois qu'elles auront compressé tous les coûts, il va falloir faire autrement pour réussir à servir de 10%.
Donc il y a quand même une réflexion, c'est pour ça que dans le secteur bancaire, les analyses disent qu'il faut de la consolidation, tout le monde ne va pas pouvoir survivre. Et c'est assez particulier de dire d'un côté il faut de la consolidation, tout le monde ne pourra pas survivre, et en même temps de dire on a mis des super réglementations pour être sûr que les banques puissent tenir la route. Donc il faut avoir en tête que aujourd'hui sur les marchés on demande 10% pour détenir une action bancaire, mais que 10% n'est pas sûr que toutes les institutions financières seront capables de le servir à l'avenir. En Belgique, il y a une exception d'une institution qui sert plus que 10%, qui est KBC. C'est la banque la plus rentable d'Europe, en termes de ratio de bénéfices. C'est d'ailleurs une exception, puisque KBC est en fait des bénéfices qui sont, je crois que c'est à peu près entre 17 et 20. Comment vous l'expliquez? C'est une banque très spécialisée sur des marchés en forte croissance et qui s'est bien relevé de ces difficultés. Mais ce sont des marchés très particuliers. C'est une banque qui s'est fortement exposée à l'Europe de l'Est et qui du coup marche très très bien là-bas. Marché en croissance, plein de possibilités. Après, il y a des raisons internes aussi en fonctionnement. Il y a une structure de coût, comme c'est une banque qui est à la limite de la faillite, la structure de coût est aussi assez compressée. Donc, mais comme c'est aussi une toute petite institution, tout le monde dit ça ne va pas durer, il y a bien un moment où la croissance va se réduire, ou ils vont se racheter. C'est ce type de marge d'histoire. Mais donc, il faut avoir en tête, bon, je ne parle pas des Amazon ou des Facebook, qui sont à des ratios qui sont complètement fous. C'est-à-dire en termes de Facebook, quand ils ont été introduits en bourse, il n'y a pas de bénéfice. De toute façon, la valorisation de l'institution est des milliards de fois de bénéfices. Enfin, des millions de fois de bénéfices, mais bon, ça c'est... Il faut avoir en tête que pour des entreprises classiques, on dit que c'est 15-16. Avant la crise, on est monté à 30, par exemple, pour les entreprises classiques. Donc on dit que c'est pour ça que c'était survalorisé avant la crise. Aujourd'hui, on est revenu à 15-16, mais pas pour des entreprises européennes. On est un peu plus près de 20 pour les entreprises américaines, mais pour les banques, on est en dessous. Produit net bancaire pour la banque, intérêt reçu moins intérêt percé pour la partie marge d'intérêt. Deuxième élément, commission reçue, commission payée. Grâce à cette analyse, on peut distinguer le modèle bancaire. L'analyse de la source des revenus va nous donner une indication sur quel type de banque on a en face de nous. Si je regarde BNP Paribas Fortis, je vois beaucoup de marge d'intérêt, je ne vois pas beaucoup de commissions. Si on analyse la totalité des revenus. Ça veut dire qu'on va avoir une banque qui est plutôt traditionnelle et on va avoir une activité d'affaires qui sera plutôt limitée. Dans un système bank-based, on va avoir beaucoup d'activités traditionnelles, beaucoup de marge d'intérêt. Dans un système market-based, on va avoir beaucoup de transactions et de fees et commissions. Il faut avoir en tête qu'avant 2008, donc même avant les années 2000, on avait une activité qui était très traditionnelle, comme on l'a un peu aujourd'hui. Année 2000-2008, tout le monde se rend compte que le revenu est dans les commissions, tout le monde veut avoir sa banque d'affaires, et puis 2008, tout s'écroule. Et notamment les premières qui tombent sont les banques d'affaires, puisque les revenus tombent et qu'elles ne sont pas capables de faire face aux situations. Donc, il y avait des marges qui étaient très importantes, donc beaucoup de commissions et peu d'intérêt, juste avant la crise financière. Un autre élément important pour juger de la qualité d'une banque, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'exploitation. Puisqu'on a vu que on est capable de mesurer le produit net bancaire et on a ensuite l'ensemble des coûts opérationnels, et bien on va comparer la quantité, donc le coût par rapport à le total des coûts, donc ce qu'on appelle coût de fonctionnement, et on divise par le produit net bancaire. Et donc évidemment, si notre entreprise est rentable, on va avoir quelque chose qui est inférieur à 100%. Ça veut dire qu'on va avoir des coûts inférieurs à 100%, ça c'est normal. Mais on va avoir des institutions qui vont être plus ou moins bien positionnées par rapport à ça. Donc on va analyser les structures de coûts en analysant le coefficient d'exploitation. Qu'est-ce qu'on n'a pas quand on analyse le coefficient d'exploitation? On n'a pas tout le non récurrent, tout l'amortissement, toutes les provisions.
tous ces éléments-là, on ne les a pas pris en compte. Et donc le résultat qu'on obtient pourrait être pollué par des éléments non récurrents, ou des éléments d'amortissement, des éléments de prise de risque. Ici, en faisant ça, on s'intéresse juste à l'exploitation par rapport au produit net bancaire. Donc il faut avoir en tête, quand on analyse le coefficient d'exploitation, c'est une bonne indication de la structure de coût de l'institution, mais en même temps, ça ne dévoile rien sur la prise de risque. Parce qu'il est possible que le produit net bancaire soit issu d'une activité plus risquée. Et une activité plus risquée, ça veut dire des éléments qu'il faut mettre de côté en provision, qu'on ne met pas de côté dans ce type de ratio. Alors, ce ratio ne prend pas en compte. Des structures de coûts qui sont très différentes d'une institution à l'autre. Donc j'ai pris ici des exemples de français pour une période assez ancienne. La difficulté pour ce type de calcul, c'est pour les entreprises qui ont d'autres activités que la banque. Et donc par exemple la Poste, Carrefour, Volkswagen, toutes ces institutions-là ont des banques, mais c'est très difficile de savoir si la banque est rentable ou si elle n'est pas rentable, parce que combien on compte d'employés dans la banque et combien on compte d'employés dans l'institution, ça c'est plus difficile. Je ne comprends pas quand vous dites que ces entreprises-là sont propriétaires bancaires. Par exemple, donc chacune de ces institutions-là, donc la banque postale on la connaît, Oui. mais Carrefour, Volkswagen, ils ont une banque. Toutes ces institutions-là ont une banque. Or, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, on a parlé des coûts de refinancement des banques. Le coût de refinancement des banques, on a vu, c'était entre 0 et 2%, enfin 3% pour certains types, si on prenait des titres plus risqués. Donc si vous êtes une entreprise très grande, connue internationalement, et que vous voyez que les banques surfinancent à du 2 ou 3%, qu'est-ce que vous faites? Je suis une grande entreprise, je suis par exemple Volkswagen, alors enfin, il y a d'autres raisons, hein, mais je suis Volkswagen, je peux me refinancer sur les marchés, les investisseurs vont me demander 5-6%. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une banque, je la rachète. Donc je crée une banque, je m'achète ma petite banque, et qu'est-ce que je fais à ma banque? Je lui donne tous mes titres, et elle va à la Banque Centrale Européenne et elle va me chercher du cash. Elle prend des titres, donc par exemple elle prend des obligations de Volkswagen, actifs, obligations de Volkswagen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ça et elle va chercher du cash, et le cash à la Banque Centrale Européenne est gratuit. Mais ces banques-là n'ont pas de financement. Pour certaines, si. En fait, pour certaines, c'est juste que vous ne la voyez pas. La banque postale, oui, mais il y a d'autres. La banque, donc Volkswagen, en fait, c'est vous achetez une voiture, donc vous voyez le nom de D'Ieteren, et votre D'Ieteren, ils ont une filiale bancaire. Et donc, enfin. Les leasing, les crédits sur les voitures. Donc en fait, quand vous prenez ça, Carrefour, la Carrefour Card, c'est une banque. Hein. C'est pas pour opérer pour une autre institution, c'est leur propre banque. Et pourquoi ils font ça? Parce que Carrefour paye à 3 mois ses fournisseurs, donc ils ont plein de cash. Et donc pour eux, ils ont plein de cash, ils n'ont pas besoin de le confier à une autre institution, ils vont le gérer eux-mêmes. Donc à un moment, ils ont créé leur propre institution financière. Et en plus de ça, ils peuvent offrir des services avec des taux d'intérêt. Donc eux, ils ont du cash, ils font tourner. Et comme les consommateurs qui prennent des cartes payent des gros taux d'intérêt, pour eux, c'est ça. Et il faut imaginer donc qu'il y a plein d'institutions qui ont eu intérêt à un certain moment de se créer leur propre banque. Les exemples fameux, mais là c'était plutôt un peu les fameux dans le mauvais sens du terme. Par exemple en France, France Télécom. France Télécom se retrouve un jour et on dit France Télécom, il y a 30 milliards de dettes. 30 milliards de dettes, et c'est énorme. Et donc on se dit, mais comment on va gérer la dette de France Télécom? La France Télécom dit, attendez, je vais créer ma banque. Donc la première banque de France Télécom, en France, c'était, je crée ma banque simplement pour faire mes propres émissions de titres, mon propre roulement de dette, pour gérer, j'ai pas besoin de payer une banque. À 30 milliards, je peux le faire moi-même. C'est moins cher. Ça, c'est la première banque de France Télécom. La deuxième banque, qui est la banque qu'ils sont en train de créer en ce moment, c'est Orange, donc ils créent Orange Bank. Le principe d'Orange Bank, ils ont plein de services particuliers. Et eux, l'autre intérêt, c'est que si le paiement mobile se développe, autant que la facture mobile soit en fait que le service mobile soit un service bancaire. Et donc, ils ont intérêt à le faire. Il faut avoir en tête aussi qu'il y a des... L'autre raison, je vous donne des exemples de business, hein, mais pour Orange, il
il faut avoir en tête, donc, enfin, Proximus pourrait faire la même chose en Belgique. Proximus, la plupart des Belges ont une box Proximus. C'est-à-dire quand vous allez sur Internet, vous faites des paiements Proximus Access. L'opérateur du site Internet doit payer à Proximus pour savoir que c'est vous. Mais Proximus, lui, il sait que c'est vous qui allez sur la banque. Si Proximus sait que vous payez vos factures à temps tous les mois, Proximus peut offrir des services de garantie sur le service que vous allez acheter au site. Donc imaginez, vous achetez un billet de train à la SNCB ne sait pas si elle va être payée. Et bien la SNCB pourrait payer à Proximus pour avoir une garantie sur le fait que vous avez payé. Et donc pour ça, il crée des services bancaires, par exemple. Donc Orange faisait ça, Proximus ne fait pas ça, mais ils savent que c'est bon. Mais après, il y a la question de protection des données de vie privée. Donc il y a des pays dans lesquels c'est possible, il y a des pays dans lesquels c'est pas possible. Mais il y a tout un tas de gens qui voudraient vous identifier le consommateur pour pouvoir offrir des services de garantie. Et donc les Google, Amazon sont des concurrents très sérieux pour le système bancaire, parce que si Google est capable de vous identifier, alors ils peuvent savoir quelle est votre rapidité de paiement, votre sécurité, etc. Mais là, depuis mai 2018, la RGPD, tous les pays européens peuvent faire ça. Alors pour les pays européens, ce qui se passe, c'est la question, c'est comment. Donc on a le droit d'avoir, enfin donc dans le cadre de RGPD, vous êtes protégé sur l'utilisation de vos données et vous pouvez demander quelle est l'utilisation de vos données. Mais après, Google pourrait faire des statistiques sur vos données. Et donc pas vous identifier nommément, mais identifier la probabilité. Et donc il pourrait offrir quand même le service. Avec une probabilité de sécurité. Mais la législation évolue vite, et donc il est possible qu'ils puissent le faire vite tôt. Enfin, il faut avoir en tête, par exemple, sur le. Je fais une deuxième digression par rapport à ça. Bon, sur le système bancaire, on voit bien quels peuvent être les intérêts des systèmes des systèmes de concurrence, donc avec des institutions qui vont avoir des structures de coûts plus faibles. Par exemple, en France, il y a des banques qui se montent avec des bureaux de tabac. Ça veut dire que quand vous allez dans un bureau de tabac, vous pouvez créer un compte bancaire sur une borne. Donc il n'y a pas de banquier, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Vous allez sur et donc vous avez un compte bancaire sur une borne que vous avez là. Une tablette, ça suffit pour faire un. Et donc vous avez des structures de coûts qui sont très différentes. Mais bon, dans le monde de l'assurance, ça se développe quand même pas très vite parce que la réglementation est compliquée. Pardon, dans le système des banques, ça se développe pas très vite. Mais par contre, dans le système de l'assurance, ça va beaucoup plus vite. Et donc les craintes, c'est qu'il y ait beaucoup plus de concurrence sur le système de l'assurance. Donc les Google, Amazon et autres vont être plus rapides sur le système des assurances que sur le système des banques en termes de concurrence. La seule contrainte qu'il y a pour la Belgique, c'est l'environnement réglementaire et les courtiers. Donc c'est pour ça que, si on regarde sur, par exemple, au Royaume-Uni, le système assurantiel, il y a des systèmes de comparateurs, les tarifs de l'assurance bougent en temps réel en fonction de l'offre et de la demande, et il y a un ajustement, la concurrence est complètement folle, et des acteurs type Amazon, Google qui offrent des services d'assurance en fonction de l'offre et de la demande, tout simplement puisque eux ils ont l'information sur les prix d'un côté, ils sont capables d'aller plus vite sur internet pour trouver le bon opérateur avec la bonne personne, ils jouent la place du courtier. Mais en Belgique, tous les gens qui ont une assurance préfèrent passer par un courtier, ce qui énerve et les entreprises d'assurance aujourd'hui, mais qui en même temps les protège, puisque comme tout le monde préfère passer par un courtier pour son assurance, eh bien les sociétés d'internet n'arrivent pas à rentrer facilement sur le marché. Parce que le mécanisme c'est courtier en Belgique, et aussi parce que les courtiers disent si vous voulez que je continue à vous amener des clients, vous n'offrez pas vos services en ligne. Et donc il y a peu d'assurances en Belgique, par exemple, qui offrent leurs services en ligne. Et si elles le font, elles fâchent les courtiers. Mais la concurrence va plus vite sur le secteur des assurances pour les systèmes en ligne que pour le système des banques. Un élément qui joue sur la rentabilité des institutions financières, c'est le fait qu'on n'a pas beaucoup, enfin je vous ai dit,
enfin, la concurrence pourrait se développer, mais pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup de concurrence dans le système bancaire. L'inverse de, enfin, le synonyme de pas beaucoup de concurrence, c'est beaucoup de concentration. Si je cite 10 institutions financières, je peux faire une grosse partie du marché bancaire européen. Et par pays, c'est beaucoup plus important. Alors, la Belgique est une exception. La Belgique est une exception puisque la Belgique a finalement plus d'institutions, a plus de concurrence que la plupart des pays européens. Vous allez en France, vous citez 4 opérateurs et vous avez tout le marché français. Et vu la taille du marché français, ça représente des acteurs qui sont beaucoup plus hauts. En Belgique, finalement, le secteur bancaire est plutôt morcelé. Mais il faut avoir en tête qu'en Europe, c'est plutôt un système qui est concentré. On a en général une ou deux grosses banques et on a peu de petites banques. Alors, on a une concentration qui est très forte pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne. Aux États-Unis, par exemple, on a plein de banques partout. En Belgique, on en a un peu plus. Mais... Alors, pourquoi on a ça? On a ça parce que on a beaucoup de gens qui épargnent. Et donc, ce qui va se passer, c'est comme il y a beaucoup de gens qui épargnent, il y a beaucoup de dépôts, mais comme le coût est un peu fixe en termes de réglementation et en termes d'organisation, bah, les coûts diminuent, donc c'est des économies d'échelle. On a une réglementation très stricte, donc on n'a pas beaucoup de nouveaux opérateurs. Avec la crise financière, la perte de confiance dans les institutions financières, on aurait pu avoir plein de nouvelles banques. Tout le monde a perdu confiance dans les institutions financières qui existent. Il y a plein de gens qui se sont dit, mais moi je vais créer ma banque. Et quand on regarde le nombre de gens qui en 2008 nous ont dit je vais créer une banque, et le nombre de banques qui sont effectivement sorties de terre, mais il n'y en a pas eu. Et même les banques alternatives, je pense à des banques avec des modèles Triodos ou d'autres types d'institutions de ce type-là, ont énormément de difficultés à percer parce que l'environnement réglementaire est très strict et qu'elles ont du mal à attirer des clients particuliers. Donc, voilà. Et puis il y a des raisons historiques qu'on ne change pas facilement. Et puis les banques ont parfois des systèmes pour compliquer. Une fois que vous avez fait un emprunt hypothécaire, c'est plus que vos revenus sont liés à l'institution. Donc ici des indices de concentration. Donc les indices de concentration CR5, c'est la part de marché des 5 plus grosses institutions. Et donc, évidemment, on a des pays qui sont relativement concentrés. Alors, la France, je vous ai dit que c'était très concentré, mais il y a 40, c'est parce qu'il en faut un peu plus. À 5, on n'a quand même pas encore couvert le marché français. Il en faudrait 10. À 10, je pense qu'on a couvert le marché français. L'Allemagne, 82. Ça veut dire qu'avec 5 institutions, vous avez 82% de la part de marché du système bancaire. Si vous voulez être un nouvel opérateur allemand, il faut se dépêcher. HHI, donc c'est le Herfindahl-Hirschman Index. Alors, je ne vous demande pas de retenir à quoi ça correspond, je publie le nom de ces économistes qui ont inventé l'index. Donc, Herfindahl-Hirschman Index. L'objectif, donc, c'est on met au carré la part de marché. Donc, comme on met au carré la part de marché, évidemment, plus l'élément va être important, plus ça va être concentré, moins c'est important, moins ce sera concentré. Et donc du coup, on va avoir différentes choses. Des marges, et l'objectif était d'analyser les marges par rapport à la concentration. Et bon, on a quand même dans les différents cas des marges qui sont similaires, mais on a, on voit quand même que dans toute l'Europe, on a des marges qui restent, en tout cas pour l'Europe, qui restent similaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a malgré tout par rapport à d'autres secteurs pas beaucoup de concurrence, et donc ça veut dire que peu importe le pays, on a des marges qui sont presque les mêmes partout. Ça veut dire que plus d'acteurs, moins d'acteurs, vu la concentration globale du système bancaire en Europe, il n'y a pas beaucoup de, ça bouge pas beaucoup. C'est pas très dynamique. C'est une marge moyenne, pas une marge de 5%. Non, ça c'est une marge moyenne. Mais on s'attendrait à ce qu'il y ait des variations plus importantes, et notamment si je vous représente l'évolution des marges dans le temps, vous avez une réduction des marges qui est liée au taux d'intérêt, mais en termes de compétition, vous n'avez pas une divergence de marge entre les différents acteurs, vous avez tout le monde qui s'aligne sur la même chose. Alors comment ça s'explique cette concentration? Ça s'explique par la consolidation. Et on a eu des vagues de consolidation en Europe. La plus grosse vague de consolidation, ce sont les années 2000.
avec le système de déréglementation financière, dans les années 2000, tout le monde voulait avoir la banque la plus grosse possible. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu des fusions à l'intérieur des pays, mais aussi les plus grosses fusions transfrontalières. Donc avec HSBC qui s'est développé fortement, qui a racheté par exemple des entreprises comme le Crédit Commercial de France. Et puis l'exemple qu'on connaît bien en Belgique, évidemment, c'est Fortis, qui s'est décidé à racheter ABN AMRO, donc qui sont des grosses fusions bancaires transfrontières. Aux États-Unis, ça a des fusions, même des fusions entre des banques de différents États, ça n'arrive que très rarement. Et pendant les années 2000, donc 2000-2008, on a vraiment une explosion de la concentration, avec des institutions financières qui venaient racheter des morceaux d'autres institutions financières. Natixis, c'est une combinaison de différentes anciennes institutions qui ont été regroupées. Enfin, tout un tas d'opérateurs qu'on voit aujourd'hui sont en fait des constitutions d'anciens opérateurs, mais quand on regarde Fortis, c'est une consolidation qui est arrivée petit à petit. Pourquoi on a eu une consolidation? Le premier élément, c'est qu'il y a eu du progrès technologique. Développement des systèmes d'information et de communication, et donc les institutions se sont dit, maintenant les transactions se font sur Internet, il n'y a plus besoin de branches locales, on est capable de centraliser les opérations, et donc on n'a plus besoin de différents centres. Donc c'est le développement des nouvelles technologies, le développement des marchés organisés et bénéficier des économies d'échelle. L'autre élément, c'était la surcapacité. Déjà à l'époque, on disait il y a beaucoup d'agences, donc il va falloir trouver un moyen pour réduire le nombre d'agences, réduire la voilure des différentes institutions financières. Il y a eu des éléments de déréglementation sur le plan international. On a autorisé par exemple les banques à faire et des activités de marché et des activités de banque de dépôt. Comme on a autorisé les banques à faire ces deux types d'activités, eh bien évidemment, chaque banque de dépôt voulait s'acheter sa banque de marché pour pouvoir bénéficier des revenus, des frais et des commissions. On a vu qu'avant 2008, la marge de commission pouvait représenter 40% du bénéfice d'une institution financière, 40-45%. Et donc ça veut dire que tout le monde voulait son... Si vous vouliez être une banque importante, vous achetez votre banque de marché. Donc toutes les banques qui étaient historiquement des banques de détail se sont toutes dit, je vais racheter ma banque de marché. Une pression, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, tout le monde voulait récupérer des différentes parts de marché. Il y avait aussi une accentuation des différences entre les bons et les mauvais. Évidemment, il y avait ceux qui étaient peu risqués, ceux qui étaient très risqués. Ceux qui étaient très risqués étaient très rentables. Et donc, ça faisait d'eux des prédateurs pour aller racheter toutes les banques qui étaient considérées comme moins. Et il y a eu un élément qui était très important, comme les produits financiers étaient de plus en plus complexes, il fallait être un expert. Et les banques n'avaient pas toute la capacité d'avoir tous les produits. Et donc la concentration, ça permet aussi d'aller acheter des business units dont on ne dispose pas à l'intérieur d'une autre institution. Un phénomène mondial, beaucoup de pays en développement, mais évidemment en Europe, on a connu les gros éléments. Je n'ai pas mentionné, il y avait aussi Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, ce sont des monstres en termes d'institutions. Différents types de rachats, donc soit des offres publiques d'achat, soit des offres d'échange. Donc les offres d'achat, c'est on propose d'acheter les titres de l'institution qu'on rachète à un certain montant. Donc par exemple, si le cours du titre c'est 100, on dit amenez-moi vos actions, je vous donnerai 110. Mais en général, c'est très cher. Parce que ça veut dire qu'il faut lever le capital, il faut payer chacune des actions. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une offre publique d'échange. Si on vous dit, vous amenez votre action, donc par exemple, si je prends l'exemple d'ABN AMRO Fortis, c'est comme si on disait aux gens d'ABN AMRO, amenez votre action à ABN AMRO et vous aurez tant d'actions Fortis du groupe lancement. L'exemple, c'est par exemple Electrabel NG, c'est comme ça que ça s'est passé. Les gens amenaient leurs actions à Electrabel et on leur donnait en échange un nombre d'actions NG qui correspond donc à un échange. Le gros avantage pour l'entreprise qui achète, c'est que ça lui coûte moins cher puisqu'elle n'a pas besoin de sortir du cash, elle peut juste transformer ses actions. Ce que ça coûte, c'est pour les anciens actionnaires d'Engie qui font un effort en intégrant les nouveaux actionnaires d'Engie ou les anciens actionnaires de Fortis qui font un effort en diluant une part potentiellement une part de leur capital dans le nouvel ensemble. Des raisons qui justifient ça, donc surtout des économies d'échelle, puisqu'on a des coûts fixes qui sont très élevés. Il faut la salle de marché, il faut les clients.
et des économies de gamme, puisque à cette période-là, ce qui était important pour les banques, c'était d'offrir toute la gamme de services pour pouvoir se servir la totalité des gens. Alors, ça c'est pour le fonctionnement global, mais ce qui est très particulier en Europe, c'est qu'on a différents types de banques. Et on en a beaucoup. Donc on a une grande diversité du système bancaire. On n'a pas beaucoup d'institutions financières, très peu. On a dit que le marché était très concentré, mais malgré tout, on a un peu de tout. On a des banques mutualistes, des banques qui sont possédées par l'État, des banques qui sont des banques assureurs, des oligopoles, des banques coopératives. Et on a des structures bancaires, on a même parfois des fusions entre des banques de nature différente, ce qui pose parfois des soucis de gestion. Donc, est-ce que vous avez par exemple en tête la différence entre la banque mutualiste et la banque classique? Qu'est-ce que c'est qu'une banque mutualiste? L'exemple, c'est le crédit mutuel. Il y en a beaucoup aussi aux États-Unis. Le principe, c'est que tous les clients sont actionnaires de l'institution. Donc, quand vous êtes client, vous prenez une action de la banque. C'est obligatoire. Donc, pour devenir client, vous devez prendre une action de la banque. Ça veut dire que la banque appartient à ses clients. Donc ça, c'est le principe des banques mutualistes. Ces banques qui appartiennent à leurs clients, ça veut dire que l'ensemble des clients vont se retrouver en assemblée générale et ils dirigent l'institution. Alors après, comme l'institution devient un peu très très grosse, évidemment, parfois l'État vient jeter son œil, vient voir ce qui se passe à l'intérieur de ces grosses banques pour être sûr que ce soit bien géré, même si c'est l'ensemble des clients qui se retrouvent en assemblée générale. Alors c'est un modèle particulier, c'est comme les assureurs mutualistes. Ce sont des gens qui choisissent de répartir de manière particulière parfois le bénéfice. Ils font des choix particuliers en termes de risque. Et donc, il y a des banques qui sont aussi des fédérations. Donc les banques qui sont des fédérations, c'est par exemple le Crédit Agricole. Donc, le Crédit Agricole, c'est une fédération. Donc, ce sont tout un tas de petits crédits agricoles qui possèdent la marque Crédit Agricole et qui, eux, donc, gèrent en fédération. Donc chaque banque fédérée est une banque à part entière, une caisse régionale par exemple. La banque nationale est une entité à part entière, et cette banque nationale peut avoir d'ailleurs d'autres activités. Donc l'exemple, c'est l'exemple français par exemple, c'est des banques régionales, donc chaque région a un crédit agricole, plus ou moins gros, hein, parce qu'évidemment les crédits agricoles peuvent aller attaquer le crédit agricole de la région d'à côté. Donc, et certains même veulent se séparer. Donc évidemment, parce que c'est une fédération, il y a des morceaux de crédit agricole qui veulent se séparer. Donc par exemple, en ce moment, le crédit agricole qui veut se séparer, c'est Arkea. Ils ont changé de nom. Crédit mutuel. Oui, c'est le crédit mutuel Arkea. Oui. Donc c'est dans le crédit mutuel, il y en a un qui veut se séparer, c'est Arkea. Pardon. Et donc ça veut dire que ces entités qui sont régionales peuvent décider de travailler ensemble ou de ne pas travailler ensemble. Et dans le cas d'Arkea, donc il y a un patron d'une entité régionale qui n'était pas content qu'on l'ait pas choisi comme patron de l'entité nationale. Et donc il a dit, moi mon entité elle va se séparer. Et donc, alors que normalement tout le monde doit avoir à peu près le même logo, le même voilà, lui il a dit, moi je change de nom dans ma région, je m'appelle autrement et j'ai vocation à sortir de la fédération. Je veux plein de sous, je veux qu'on ne sait pas, parce qu'il n'était pas PDG. Mais des entités fédérées peuvent par exemple se retrouver dans des situations très complexes. L'autre exemple, c'est le Crédit Lyonnais, donc les crédits agricoles, qui est une fédération de banques régionales, se retrouvent d'un coup, quand le Crédit Lyonnais est en difficulté, à racheter le Crédit Lyonnais. Et donc vous avez tout un tas de patrons de banques qui sont des banques régionales, qui se sont mis ensemble, qui ont créé une entité nationale, et l'entité nationale vient racheter une grosse banque qui est plus grosse que toutes les petites banques, et qui se retrouve donc, l'entité nationale se retrouve à la tête d'une grande institution, alors qu'elle est possédée par toutes les banques régionales. Ça crée des problèmes de gouvernance qui sont très importants, puisque les banques régionales qui sont propriétaires d'une nationale, qui est propriétaire d'une institution qui est plus grosse que les régions, ça fait un problème de pouvoir, puisque entre les propriétaires régionaux et les propriétaires nationaux. Ça, je m'éloigne
éloigne un peu. Ce qui est important, c'est de savoir donc qu'on a tout un tas de structures différentes et qu'à chaque type de structure, on va avoir des risques particuliers. Évidemment, les banques mutualistes, elles vont par exemple prendre moins de risques. Par nature, elles vont prendre moins de risques. Puisque les banques mutualistes étaient les dernières à avoir des opérations de marché. Parce que les clients de ces banques mutualistes ne voulaient pas que la banque s'oriente vers des activités risquées. Après, il y a un problème aussi, sont les banques qui sont possédées par l'État. Est-ce que la banque possédée par l'État, elle est plus efficace, moins efficace? Est-ce qu'elle est garantie par l'État? Et donc, il y a tout un tas de questions particulières qui se posent en termes de gouvernance, en termes de risque et en termes de stratégie de l'institution. Donc, par exemple, l'un des arguments aujourd'hui pour la privatisation des BFUS, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison que l'État se retrouve à gérer une banque de manière conceptuelle, déjà parce que l'État ne veut pas offrir sa garantie aux clients de la banque. Et le deuxième élément, c'est parce que l'État ne sait pas s'il est le meilleur gestionnaire de la banque. Mais enfin, ça fait partie des arguments des gens qui sont en faveur. Évidemment, une partie des arguments peut être retournée. C'est de dire peut-être que effectivement l'État gère mieux la banque si c'était le privé. Oui. Dire cette comment sur les banques coopératives? Oui, mais ce sont des banques qui sont liées à des activités particulières. Donc, ce sont des banques qui ont, par exemple, des vocations sociétales. Donc, des banques qui veulent, par exemple, il existe des banques qui veulent ne travailler que pour l'industrie verte, des banques type complètement écologiques. Donc, ce sont des banques à vocation sociétale, des banques coopératives. On peut considérer que Clio 2, c'est une banque coopérative? Oui. Mais ça veut dire que chaque acteur et client... il faudrait juste vérifier, c'est que normalement, ça veut dire que la coopérative, il faut aussi, dans le cadre de la coopérative, comme pour les mutualistes, que le client soit propriétaire. Donc il faut vérifier, il faudrait être sûr que... Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais aussi en termes d'objectifs, l'objectif n'est pas de maximiser les profits tels que d'autres banques. Oui, c'est ça. C'est le principe des coopératives. Oui, mais c'est ça. Mais on va les retrouver, on va les appeler plutôt banques coopératives dans les catégories, mais c'est le même principe. Là, vous devez travailler là, Non. Enfin, ça c'est la notion de coopérative au sens large, c'est-à-dire pour une entreprise, une coopérative, des travailleurs la possèdent, donc les notions en termes d'entité juridique sont des scopes, par exemple. C'est des entreprises coopératives, mais ça, dans le cadre des banques coopératives, ce ne sont pas des travailleurs. Enfin, ils peuvent, mais ce sont surtout les travailleurs. Donc différents types d'institutions, et donc j'ai déjà passé un peu de temps. Un élément particulier, c'est banque assurance, qu'on a beaucoup en Europe, mais qui n'est pas aux États-Unis une banque et une assurance en même temps, donc on n'a pas l'intérêt de l'utiliser. Donc on a une évolution du business model qui donc évolue fortement au cours du temps. Ça a eu donc une influence sur la concentration. Évidemment, les banques sont devenues universelles aussi parce qu'elles ont racheté des morceaux qui n'étaient pas des morceaux qui leur manquaient. En termes d'évolution, donc on a d'abord l'activité traditionnelle, donc les prêts font les dépôts. Ensuite, on a des activités qui sont des activités de financement par le marché. Et ensuite, les éléments les plus importants, donc ça va être des éléments de... donc là, en termes d'étapes, on a d'abord la banque traditionnelle, ensuite je vends des éléments de marché, et ensuite je structure des éléments de marché. Et les éléments les plus importants sont je fais tout, et je fais ça sur toute période. Il faut avoir en tête que ces banques pan-européennes, j'en ai discuté un peu avec l'un ou l'autre d'entre vous pendant la pause, donc, dans les années 2000-2008, on avait une forte concentration du système, et notamment des systèmes transfrontaliers, pour essayer de bénéficier des économies d'échelle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'économies d'échelle, et il n'y a pas beaucoup d'intérêt à racheter une banque dans un autre pays. Il y a un intérêt sur le fait que, par exemple, si vous avez fait une application dans un pays, vous avez la même application dans l'autre pays, on est d'accord, c'est pas le coût le plus important.
vraie difficulté, c'est que la réglementation pour l'ensemble du système reste malgré tout encore fortement nationale. On a des règles communes sur le plan européen, donc la Banque Centrale Européenne et le superviseur de tout le monde, mais malgré tout, dans chaque pays, on doit avoir son ratio de capital. Si je suis BNP Paribas Fortissement, mon capital que j'ai à Paris avec mes actionnaires parisiens, et je dois aussi mettre un morceau de ce capital et le mettre en Belgique. Je ne peux pas le garder à Paris et faire mes activités en Belgique. Je dois, si j'ai une licence bancaire belge, mettre du capital en Belgique. Est-ce que j'ai intérêt de mettre du capital dans chacune de mes filiales n'a pas... C'est un frein à mon expansion. Ça veut dire que potentiellement, si j'ai une filiale plus rentable et une filiale moins rentable, et la filiale moins rentable, elle doit quand même continuer à me coûter du capital. Je ne peux pas tout transférer d'un coup d'un pays pas rentable à un pays rentable. Et donc ça veut dire que j'ai des contraintes. J'ai pas un modèle qui est complètement unifié sur le plan européen, et donc je ne peux pas très facilement aller bénéficier de ma stature européenne dans l'ensemble des pays. Parce que ce que ça veut dire, c'est que, évidemment que tout le monde sait par exemple que BNP est plus gros que les autres, et donc le coût de financement de BNP va être, potentiellement, s'ils sont plus gros, qu'ils sont plus sûrs, potentiellement plus faible. Mais si cet avantage-là, je dois le répartir, enfin, je dois moi faire les démarches, même y compris administratives, d'aller moi-même distribuer les fonds dans chacune de mes filiales, alors potentiellement, je vais avoir un coût administratif qui va être plus important. Et donc, il n'y a pas que des avantages à être gros. En plus, si on est gros, je vous ai dit, on doit mettre plus de côté. Donc, quand on est gros, on doit mettre plus de capital. Donc, j'ai des avantages parce que ça me coûte moins cher, mais d'un autre côté, je dois mettre plus de capital. Et en plus de ça, je ne peux pas facilement opérer d'un pays à l'autre, puisque j'ai des contraintes qui sont assez fortes. Sur le plan de la réglementation, c'est pas la même à chaque fois, il faut que j'apprenne le niveau de la réglementation. C'est pas les mêmes règles de faillite. Donc, par exemple, la banque française qui a l'habitude de dire, bah, moi, en fonction, peu importe partout en Europe, on me donne un contrat de travail, j'ai fait un crédit hypothécaire, elle arrive en Belgique, on lui dit, bah non, le marché n'est pas comme ça. Le marché en Belgique, il faut regarder la valeur du collatéral. Et donc, le modèle n'est pas réplicable comme ça d'un pays à l'autre, et donc il y a des barrières qui font qu'aujourd'hui, devenir une banque européenne, c'est moins rentable, et donc il y a moins de fusions, acquisitions aujourd'hui en Europe, dans les institutions financières, parce que c'est moins intéressant. Donc d'un côté, on a des institutions politiques qui disent qu'il faudrait créer des grandes banques qui permettent, quand il y a une difficulté en Grèce, d'avoir par exemple des dépôts allemands qui viennent financer des prêts grecs, mais la banque allemande, elle n'a pas... Enfin, c'est impossible. Si elle doit respecter les ratios grecs avec toutes les réglementations grecques, elle n'a pas intérêt à bouger. Si par contre, à partir de l'Allemagne, elle pouvait faire les opérations, là peut-être que ce sera intéressant. Et donc pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt pour eux. Excusez-moi, oui, juste sur le fait de ne pas pouvoir opérer en tant que filiale, parce que enfin, je veux dire, une banque qui a une filiale dans un autre pays doit calculer son ratio de capital. Est-ce qu'il ne pourrait pas, par exemple, s'établir sous la forme d'une succursale? Ils peuvent le faire sous la forme d'une succursale, donc l'exemple c'est Deutsche Bank en Belgique. Mais le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a une difficulté, potentiellement, les clients font plus ou moins confiance à l'institution par rapport à ça. Donc le problème de Deutsche Bank, c'est qu'à un moment, il y a eu des soucis pour Deutsche Bank en Allemagne, et les clients belges déposants de Deutsche Bank en Belgique se sont dit, mais si c'est l'assurance allemande elle va privilégier les clients allemands, pas les clients belges, donc je retire mon argent. Donc du jour au lendemain, parce que c'était une banque allemande, tout le monde a décidé de retirer ses dépôts. C'est pour ça qu'ils ont arrêté les dépôts. En partie. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, si du jour au lendemain tout le monde retire ses dépôts, parce que c'est une entité étrangère, alors du coup ça ne vaut pas le coup d'être une entité qui opère à l'étranger. Et donc ça c'est un risque plus important si on considère que la confiance n'est pas la même pour l'institution, si elle opère de l'étranger ou pas. Si vous croisez une banque estonienne, je ne vous ai pas vraiment donné confiance dans les banques estoniennes aujourd'hui, en vous parlant de la réglementation. Donc, tant qu'il n'y a pas de réglementation harmonisée, qu'il n'y a pas de mécanisme harmonisé de faillite, qu'il n'y a pas de mécanisme harmonisé d'assurance, vous voyez une banque d'un autre pays qui vient opérer chez vous de l'extérieur, mais vous n'êtes pas sûr. Et donc il faudrait qu'il y ait un mécanisme harmonisé qui permette d'être sûr de n'importe quelle institution qui est dans
le territoire européen, pour qu'il y ait une concurrence entre les institutions. Oui. La problématique du déplacement du capital par rapport à ces filiales où on a une licence, Oui. c'est une question ensuite de répartition des bénéfices, c'est le problème? Non, c'est une question de si... c'est une question de si une entité est en difficulté. Donc imaginons que la filiale, donc, je sais pas moi, imaginons la filiale ING, on va pas prendre BNP à chaque fois, la filiale ING en Belgique est en difficulté. Et que ING se dit, bon, bah, enfin, le régulateur belge dit à ING Monde, bon, bah, faut mettre du capital. ING Monde peut dire, je le fais ou je le fais pas. Si, et la question c'est, si c'était la même banque, et qu'il n'y a pas de réglementation différente, on est sûr qu'ils le font. Puisqu'il n'y a pas de problème de transfert. Le régulateur européen, s'il n'y a pas de problème de transfert entre les deux, dit c'est pas grave, je prends le capital de la totalité du groupe sert pour assurer la totalité du groupe. Et donc il y a une compensation interne entre ING Belgique et ING Pays-Bas. Et s'il y a une frontière entre les deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de compensation interne. Et ça veut dire que le board et les actionnaires peuvent décider ou non de remettre ou pas dans le capital de l'institution. Ça, c'est un risque supplémentaire. Pour un pays où tous les pays, enfin toutes les banques, enfin la Banque nationale s'inquiète de ça parce que la Belgique est un pays où il y a beaucoup d'institutions qui sont des filiales d'institutions étrangères, et donc s'il y a un problème bancaire important en Europe, il est possible que la Belgique se retrouve sans soutien. En fait, j'ai aussi énormément un manque de confiance des États membres où les banques sont impliquées en tant que filiales, pas en tant que... Oui. C'est parce qu'on se dit que, enfin, de la même manière, enfin, on peut prendre l'exemple des centrales nucléaires pour Engie et Electrabel. La polémique du jour est de dire est-ce que Engie et Electrabel, enfin, est-ce que le groupe Engie va investir suffisamment en Belgique? C'est son intérêt pour sa rentabilité en Belgique, mais comme les pouvoirs politiques et les clients belges considèrent qu'il y a un doute, alors le fait qu'il y ait une frontière, ou que ça dépend du choix de l'étranger, alors il peut y avoir... Et donc, voilà pour l'évolution du système bancaire avec différents types de produits. Pour terminer, avant de parler de l'intégration bancaire, je vais juste vous montrer un truc particulier. On me demande souvent à quoi ressemble le shadow banking. Donc je vais vous montrer un peu le shadow banking. Je vous présente un modèle de shadow banker. Donc c'est United. Donc le principe, donc c'est un jeu de mots très... Voilà. Le principe ici, c'est de vous permettre d'avoir un crédit rapidement. Donc cette institution-là sont donc le... Alors eux, ils ont pris une licence bancaire, mais ils n'en avaient pas besoin. Et le principe, ça va être de faire une activité de banque sans avoir de dépôt. Comment on va faire? On va faire des crédits, il va falloir financer des crédits. Et donc on a deux possibilités quand on s'intéresse à cette institution-là. Soit on arrive par le portail, je suis quelqu'un qui veut un crédit, soit on arrive par le portail, je suis quelqu'un qui veut investir. Et là, je vous ai montré l'arrivée par je suis un crédit. Je veux un crédit. Donc comme je suis quelqu'un qui veut un crédit, je suis une banque, donc je dis qu'est-ce que je veux faire. Donc je dis je veux financer mon entreprise, mon mariage,
je veux m'acheter un ordinateur, je veux m'acheter une mobilier, une liste de naissance, voyage, déménagement, crédit immobilier, etc. Je fais ça, je dis quel est le montant que je veux, donc imaginons, je sais pas, je veux me marier, je veux 4 000 €, et dans 24 heures, je saurai quelle est la proposition qu'on peut me faire. Donc ça, c'est la partie, je suis client. Mais de l'autre partie, c'est je peux dire, je veux investir. Si je veux investir, hop, je change de plateforme, et je suis sur la plateforme de la partie investisseur. Sur la plateforme investisseur, donc on peut nous donner différents types d'éléments. Et dans la partie investisseur, je vais pouvoir investir dans différents types de produits. Et donc on me propose différents fonds, différents placements, différentes procédures de modèles de risque. Et donc je peux acheter ici des obligations particulières de cette entité. Et cette entité va ensuite octroyer des crédits. Et donc ça, c'est un modèle direct de shadow banking, puisque cette institution-là ne va pas utiliser des dépôts, elle va simplement utiliser les fonds que vous allez lui confier pour les prêter à des particuliers. Et donc c'est une institution shadow banking, puisque ici, alors eux, c'est parce que pour se simplifier la vie, finalement, à un moment, ils étaient suffisamment gros pour demander une licence bancaire, mais c'est pas obligatoire pour ce type d'activité. Donc vous pourriez faire exactement ce type d'activité sans licence bancaire. Mais pour eux, ils n'ont pas de gestionnaire d'actifs qui travaille. Pour eux aussi. De gestionnaire d'actifs, dans quel sens? Par exemple, je vois que vous parlez de fonds. Oui, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prêtent à des particuliers, ils mettent ça dans un paquet, et vous, ils vous offrent un rang. Et ça, ils le vendent. Et donc, eux, ils font rapport mensuel sur les fonds, mais je vais voir si je trouve vite les différents types de produits. Alors, vous avez par exemple, ils ont des fonds par pays. Donc, comme ils opèrent dans plusieurs pays, vous pouvez, donc France, Italie, Espagne, comme ils font des crédits particuliers, vous pouvez vous exposer à différents types de crédits. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des banques qui achètent ça. Donc il y a des banques qui achètent des placements des fonds du Unity qui en fait font des fonds particuliers. Donc ça c'est l'exemple du shadow banking, c'est je suis sur la même plateforme, d'un côté je prête, de l'autre côté j'emprunte, et je fais ça à une échelle. Donc tous les nouveaux systèmes de plateforme peuvent fonctionner comme ça. Et après, ce à quoi il faut réfléchir dans le cadre de ces plateformes, c'est si on réfléchit, coût de transaction, est-ce que les coûts de transaction sont élevés, pas élevés, et asymétrie d'information. Quel est le problème d'asymétrie d'information? J'ai deux types d'asymétrie d'information. La sélection adverse, est-ce que je sélectionne les bons emprunteurs? Le problème du hasard moral, est-ce que je les surveille pour qu'ils me remboursent? Et de la même manière, quand je suis emprunteur, enfin prêteur pour l'institution, comment je peux juger de la qualité, comment je peux les surveiller, et ainsi de suite. Donc les éléments théoriques qu'on a vus dans le cadre des premiers cours nous permettent aussi d'analyser ce type de plateforme pour voir si c'est intéressant ou pas intéressant. Le gros avantage qu'ils ont, une plateforme, pas d'agence, un fonctionnement qui est même quasiment automatique. Enfin, s'ils répondent pour un crédit en moins de 24 heures, ça va très vite. Et vous connaissez les taux? On peut leur demander. Hein. Je pense qu'il y a des implications. Et vous m'envoyez ça par mail. Et voilà, dernière demande. Et ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir un taux, enfin je remplis mes coordonnées et j'ai un taux. C'est souvent pas très élevé, c'est-à-dire que en fait vous êtes quand même pas loin du système de crédit à la consommation. Donc vous êtes en général pas très loin de ce type de taux. Donc un taux de crédit à la consommation aujourd'hui ça doit être 5. Et donc du coup ça doit être près là. Et vous avez plus ou moins eux, ce qu'ils
vente, donc c'est vous pouvez acheter des obligations, c'est des particuliers. Et donc derrière, évidemment, s'il vous sert du 3% et que vous savez que c'est pas trop risqué, sur des petits montants, peut-être que ça vous intéresse. Voilà, pour le chalet bancaire. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, bon, je vois que vous êtes bien fatigué. Moi aussi un petit peu. On va s'arrêter là. J'espère que si vous étiez que fatigué,